quand j'ai examiné M. Carnero, donc quelques semaines après les faits, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est que c'était un individu qu'on pouvait deviner à travers sa biographie comme étant un individu qui était très normal, qui n'avait pas de problème de comportement particulier, qui avait un mode de pensée qui était tout à fait ordinaire. Donc quelqu'un, je dirais, qui était de façon extraordinaire, très normal quand on voit les faits qui lui étaient reprochés. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on pouvait remarquer, c'est qu'il avait effectivement une histoire qui, malgré tout, était un peu particulière, dans le sens où, quand il était enfant, il a vu le malheur d'avoir un père qui était tombé gravement malade, handicapé, hémiplégique, et qu'il avait dû supporter ça pendant les années de son enfance avec beaucoup de difficultés, et que par la suite, il s'était marié avec une femme qui avait développé des troubles mentaux. Il la savait malade, mais peut-être n'avait-il pas imaginé l'importance de la pathologie. En tout cas, elle s'était mariée avec elle, avait dû assumer cette relation jusqu'à maintenant, jusqu'au moment des faits, jusqu'au moment où je l'ai vue. Et enfin, alors qu'il ne voulait pas d'enfant, ce qu'il disait, c'était pour ne pas infliger à son enfant le risque d'avoir un père handicapé. Eh bien, il avait accepté d'avoir un enfant à la demande de son épouse, et malheureusement, cet enfant était gravement handicapé suite à un accident qui était survenu peu de temps après la naissance. Et la gestion du handicap de cet enfant apparaissait extrêmement difficile, même si il avait pu l'assumer de façon apparemment tout à fait satisfaisante pendant les premières années de vie de son enfant. D'après ce qu'il disait, effectivement, on avait vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui était resté très investi dans la prise en charge de son enfant, au point même qu'il avait refusé qu'elle soit placée en internat, puisqu'il avait peur qu'elle se sente abandonnée et qu'il souhaitait pouvoir continuer à s'en occuper. Donc oui, en tout cas, la question essentielle que je m'étais posée, c'est de savoir si c'était un père qui, d'une façon générale, avait été éventuellement rejetant ou maltraitant vis-à-vis de son enfant. Apparemment, non. Pour répondre à la question de la responsabilité pénale au sens psychiatrique, on cherche des éléments en faveur d'une pathologie mentale qu'on appelle aliénante, c'est-à-dire de type psychose, avec des processus de pensée complètement aberrants ou des perceptions anormales avec des hallucinations, des interprétations pathologiques. Alors on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas ça. C'est-à-dire qu'au moment où je le vois, au moment des faits et dans le passé, on ne retrouve pas d'éléments en faveur d'une pathologie mentale de ce type-là. Par contre, ce qui apparaît de façon absolument manifeste quand on l'examine, c'est qu'il est déprimé. Alors, quand je parle de dépression, je ne parle pas de dépression vague à l'âme, comme chacun imagine pouvoir ressentir après une mauvaise nouvelle ou dans un moment difficile. Il s'agit vraiment d'une dépression maladie qui évolue apparemment depuis plusieurs mois, qui existait déjà avant les faits, au point que son médecin généraliste lui avait déjà prescrit un traitement antidépresseur. Ça existait apparemment au moment des faits, et même juste après les faits, lorsqu'il avait été incarcéré, le premier psychiatre qui a dû le voir très rapidement après son incarcération l'avait également placé sous traitement antidépresseur. Et quand moi je le vois, il est manifestement encore déprimé, même si peut-être de façon moins intense qu'au moment des faits, mais il reste des symptômes manifestes de dépression. Alors, ce que j'entends par dépression, maladie par rapport à dépression vague à l'âme, c'est-à-dire une véritable dépression sévère, avec un ensemble de symptômes, qui sont les symptômes dépressifs, qui ont un véritable retentissement et sur le comportement et sur la façon de penser. D'ailleurs, ces éléments-là étaient corroborés par des gens qui connaissaient bien M. Carnero et qui décrivaient qu'il avait changé de comportement depuis ces dernières semaines. On voyait quelqu'un qui était un employé tout à fait satisfaisant et qui disait lui-même qu'il ne savait plus faire des choses extrêmement simples. Tant il avait du mal à se concentrer, tant il avait du mal à utiliser sa mémoire. De même, c'est quelqu'un qui avait perdu toute motivation pour tout plaisir de la vie quotidienne et qui s'était enfermé dans une tristesse, dans un désespoir permanent et qui finissait par perdre le goût à la vie et concevoir de façon de plus en plus importante des idées suicidaires qui étaient initialement dirigées contre lui. Initialement, il a commencé à penser que la vie ne valait pas la peine d'être vécue de la façon dont il la vivait. Il faut savoir que l'émergence d'idées suicidaires est quelque chose qui est d'ordinaire, de classique au cours d'un épisode dépressif.
Au fur et à mesure que ce syndrome dépressif s'aggravait en intensité et persistait dans le temps, les idées suicidaires qui étaient initialement dirigées contre lui se sont enrichies d'idées suicidaires altruistes. Là encore, c'est un processus qui n'est pas fréquent, mais qui est classique dans le cas des dépressions sévères. Et il en venait à penser que la vie ne valait pas la peine d'être vécue pour lui, mais la vie ne valait pas la peine d'être vécue non plus pour sa femme et pour sa fille. Et petit à petit, il en vient à l'idée que la seule issue possible, car il n'y a aucun espoir possible, la seule issue possible, c'est la mort pour tout le monde, pour sa fille, pour sa femme, et enfin pour lui. Alors, c'est quelque chose qu'il a du mal à expliquer. C'est quelque chose qu'il peut décrire. Il décrit très bien quel était son projet, mais c'est quelque chose qu'il a du mal à expliquer. Ce qui n'est pas très étonnant, ce qui n'est pas un signe de mauvaise foi, c'est qu'il était dans un état tel au moment des faits que, à distance, au moment où il va un petit peu mieux, c'est difficile pour lui d'expliquer quel était son état d'esprit au moment des faits et de rationaliser, d'expliquer quelque chose qui finalement reste assez irrationnel et chargé, très chargé sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'on essaie de rationaliser quelque chose d'irrationnel. On peut faire l'hypothèse que, une fois qu'il a commis malheureusement le premier acte qui a conduit au décès de sa fille, en tout cas ce qu'il dit, c'est qu'il a ressenti une certaine forme de soulagement. Alors on peut penser que, effectivement, c'est quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, que le décès de sa fille a amené une certaine forme de soulagement. Lui-même emploie l'expression, je le cite, qui est de dire c'est comme si on m'avait planté un couteau dans le ventre avec la souffrance de ma fille, et que là j'avais enlevé le couteau, il restait la plaie, j'avais toujours mal, mais j'avais moins mal que quand j'avais le couteau. Et là, il s'arrête. On peut aussi penser que il faut considérer que l'acte de mettre fin à jour de quelqu'un de son entourage est un acte quand même très difficile à réaliser et qu'il n'a pas eu le courage d'aller par la suite mettre fin au jour de sa femme et mettre fin à ses propres jours. Et enfin, on peut aussi considérer qu'il était malgré tout assez stupéfait de l'acte qu'il venait de commettre et qu'il là, il s'est à nouveau figé dans une position de passivité qui a duré quelques minutes jusqu'à ce qu'il aille se dénoncer auprès de sa femme. On ne sait pas quel est exactement le niveau de souffrance de sa fille. Alors, on imagine, il suffit d'écouter les descriptions qui ont été faites de sa fille, on imagine que la qualité de vie de sa fille est quand même extrêmement péjorative et qu'il y a des moments de souffrance, mais il y a peut-être aussi des moments de bonheur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lui, étant déprimé, il a une interprétation forcément négative du ressenti de sa fille, et que, étant envahi par le malheur, il ne peut voir que le malheur partout, et ne peut que s'imaginer que sa fille est dans un état de souffrance analogue au sien, même si peut-être ça n'est pas exact. Il est véritablement dans une situation, j'avais employé le terme, d'obnubilation dépressive. Il est obnubilé, il n'a plus sa liberté de penser autrement, il est pris par le processus dépressif et ne voit que le monde qui l'entoure que par ce filtre. Je pense que au moment où il avait commis les faits, même s'il ne lui restait pas grand-chose de libre arbitre, il lui restait un petit peu de libre arbitre. Il aurait pu, s'il avait vraiment eu la volonté, s'en empêcher. Par contre, on ne peut pas dire que son libre arbitre ait été comme celui de tout un chacun au moment où il a commis cet acte. Comme je l'avais dit précédemment, il était dans un état dépressif sévère. On peut employer même le terme de mélancolique, même s'il ne s'agit pas d'une mélancolie délirante, mais il s'agit d'une dépression sévère, et qu'il était dans un état d'obnubilation dépressive. C'est-à-dire que toute son activité psychique, je dirais, ordinaire, était altérée dans son fonctionnement. C'est-à-dire pour se concentrer, pour réfléchir, pour faire marcher sa mémoire, il avait des difficultés, et toute son activité mentale était absorbée par des considérations péjoratives, des considérations négatives, par une conviction que la vie ne valait pas la peine d'être vécue pour lui et pour l'ensemble de sa famille. Donc, ce processus, de façon absolument manifeste à mon sens, n'a pu qu'interférer avec son fonctionnement au moment du passage à l'acte. Et d'ailleurs, ce passage à l'acte se situe finalement dans la droite ligne logique du processus dépressif. Donc, j'ai retenu la contribution majeure du syndrome dépressif dans la commission de l'infraction,
l'impact majeur de cette symptomatologie dépressive dans la commission de l'infraction, et donc je ne pouvais retenir qu'une altération du discernement et du contrôle des actes au moment des faits qui lui sont reprochés. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une analyse compassionnelle, parce qu'on peut, dans ce type de situation, se laisser aller à des identifications ou se laisser prendre par des émotions. Mon analyse n'était que technique. Dispose-t-il de son libre arbitre pleinement, comme tout un chacun, au moment des faits, oui ou non, compte tenu de l'existence d'un symptôme dépressif sévère, d'un syndrome dépressif sévère, complet, mélancolique au moment des faits, je ne peux répondre que non, il ne disposait pas pleinement de son libre arbitre au moment des faits. On ne peut être que frappé par l'analogie entre certaines situations. Lui-même, enfant, fils d'un père handicapé, époux d'une femme handicapée, et qui se retrouve, malgré lui, bien entendu, père d'une fille handicapée et qui souffre d'un handicap beaucoup plus grave que celui de son père, mais qui présente quand même des analogies absolument frappantes. Alors, si on ne peut pas aller extrêmement loin dans les interprétations compte tenu du cadre particulier de l'expertise, on peut quand même constater les analogies et on peut faire l'hypothèse que la pathologie de sa fille a quand même joué un effet de rappel sur son vécu personnel en tant qu'enfant et qu'en tout cas ces éléments-là ont été particulièrement contributifs à la constitution de cet épisode dépressif. Il a certainement été soumis à des traumatismes de l'enfance compte tenu du handicap de son père, dont il a pu espérer s'extraire en menant une vie adulte par la suite, et à laquelle il était malheureusement renvoyé par la pathologie de sa fille. C'est-à-dire que, auparavant par la pathologie de sa femme, mais encore plus encore par la pathologie de sa fille. C'est-à-dire qu'il a toujours été soumis au handicap des autres, malgré lui, et n'a pu s'en extraire à un moment, et peut-être à l'époque où il a pu espérer prendre une certaine liberté par rapport à ça, il était malheureusement renvoyé par l'événement dramatique qui était celui de l'accident néonatal de sa fille.